Salut à tous et bienvenue dans The Artificial Intelligence Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui imaginent et œuvrent pour que l'intelligence artificielle soit votre ami. En français dans le son, international dans le ton. Une émission accessible également en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Avec pour partenaire média Hit Radio Africa, le premier réseau de radio musicale présent dans 10 pays du continent et qui fait la promotion de notre émission auprès de son audience internationale, et Affect Media, le quotidien digital qui décrypte l'actualité et les tendances du marketing. Partenaire opérationnel, CheckSub, le spécialiste du sous-titrage via l'IA, et HandsUp, votre solution de prospection B2B. Une émission produite au sein des studios de l'école de journalisme et de communication ISCPA, l'Institut supérieur des médias, qui forme également de futures productrices et producteurs de contenu audiovisuel. Cette semaine, notre thème principal est le suivant, l'impact de l'IA sur la création de contenu. Les outils d'IA comme ChatGPT-4 permettent de générer des textes de haute qualité rapidement et efficacement. Selon une enquête de Content Marketing Institute, 75% des marketeurs utilisent ou prévoient d'utiliser des technologies d'IA pour la création de contenu d'ici la fin 2024. Ces technologies non seulement économisent du temps, mais optimisent également le contenu pour le SEO et l'engagement des utilisateurs. Nous verrons comment des entreprises comme Copy.ai ou Jasper utilisent l'IA pour produire des articles de blog, des descriptions de produits et des publications sur les réseaux sociaux. Pour évoquer les enjeux colossaux autour de la data, moteur de l'IA, nous recevrons Julie Dardour, fondatrice de The House of Content, et Florian Stegre de CheckSub. Mais avant notre échange, place au focus IA de la semaine avec Alexandre Stopnicki. Bonjour Alexandre. Bonjour Michel. Alors, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui tu vas nous parler d'une innovation de ton cru. Ta réflexion de départ, c'est comment un chatbot peut-il améliorer notre quotidien avec un simple compliment. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Avec plaisir. Donc en fait, vous savez très bien que le concept du verre à moitié plein n'est pas omniprésent dans l'esprit des êtres humains. Et c'est peut-être bien ainsi d'ailleurs. Mais j'ai eu envie de relever un défi avec une intelligence artificielle qui verrait tout le temps le bon côté des choses. J'ai donc personnellement entraîné ce chatbot pour qu'il réponde à vos sollicitations avec humour. Je vous présente donc Leshbot, le plus positif et surtout le plus faillot des chatbots de la planète numérique. Je vous pose la question. Aimeriez-vous obtenir un petit coup de pouce quand vous en avez besoin ? Un compliment parfois bien placé pour vous flatter ? Un ami disponible 24 heures sur 24 qui sait toujours comment vous remonter le moral ? Un moyen de ne pas broyer du noir et de vous sortir du coup du blues lorsqu'il chante à votre porte ? Et bien maintenant, c'est possible sous le nom de Leshbot, qui est disponible gratuitement sur Internet et notamment sur les stores des GPTs d'OpenAI, le concepteur. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander à Leshbot pour embellir notre journée ? Alors, pour vous lui demander plein de choses. Par exemple, tu peux lui demander « Fais-moi des compliments ». Vous n'allez pas être déçu, son imagination est débordante à ce sujet. Télécharge ma photo et vous pourrez demander « Miroir, mon beau miroir ». IA, ma belle IA. Qui est la plus belle, le plus intelligent, le plus compétent. Vous avez aussi la possibilité de lui demander, par exemple, comment trouver les clés du succès. Ou encore, vous pouvez lui dire « Donne-moi des idées pour passer une bonne journée. Aide-moi à résoudre un problème. Et même, dessine-moi une image inspirante. » Alors, les IA comme Leshbot, est-ce qu'elles peuvent vraiment faire la différence dans nos vies ? Alors attention, il faut absolument pas se méprendre. Leshbot, c'est pas du premier degré. Au contraire. Attention, aucune vertu thérapeutique ne sont à l'ordre du jour avec Leshbot. Il s'agit seulement de s'amuser un petit peu avec une sympathique IA en attendant que les IA progressent encore. D'ailleurs, je prépare une prochaine version de Leshbot dotée d'un visage avec des expressions et une voix.
Il y a quelques années, j'avais créé un lèche-bot beaucoup plus modeste en termes de potentiel, une sorte de bébé-bot qui fonctionnait avec un peu d'IA et principalement des phrases que nous avions programmées une par une avec mes équipes. Aujourd'hui, avec l'arrivée des nouvelles IA génératives, j'ai pu recommencer. Et le résultat est maintenant très impressionnant en termes de précision, des réponses et surtout avec une infinité de situations dans lesquelles le bot répond correctement. Et croyez-moi, après avoir passé le test que m'ont fait passer les étudiants, en lui proposant des cas incroyables du style « Mon chat est mort écrasé »,« Ma grand-mère vient de décéder » et « Je me suis fait larguer par ma copine ». J'ai été viré. Tout cela dans la même journée. Nous les humains qui avons imaginé cette journée fictive, nous voyons là vraiment le verre à moitié vide, non ? Eh bien, pour découvrir comment lèche-bot se sort même de ces situations, vous pouvez faire des essais. Lèche-bot est et restera toujours le roi des obséquieux, votre prochaine IA Fayotte préférée. Et par les temps qui courent, un sourire offert par une IA sans autre ambition ne peut pas réellement vous faire de mal au moral. Eh bien, merci Alexandre pour cette chronique. Place au débat. Bonjour Julie. Bonjour Michel, bonjour. Bonjour Florian. Florian. Et bonjour à toi Alexandre. Aujourd'hui, on va parler de l'impact de l'IA sur la création de contenu. Et première question à toi Julie, qui a auparavant travaillé au sein du journal Libération et qui aujourd'hui dirige une entité spécialisée dans la création de contenu, de brain content. Mais tu vas nous le dire hein, si c'est du brain content ou pas, ou si c'est plus large que ça. Déjà, ma première question dans ton métier aujourd'hui, quelles sont les principales technologies d'IA utilisées pour créer du contenu ? Alors, c'est un peu rapide comme question, mais entrer en matière et là-dedans, moi, je suis déjà sur le conseil. C'est-à-dire que la création de contenu est une des 4 étapes de la chaîne de valeur du contenu. Donc, en conseil, en création, en diffusion et en measurement. Donc, moi, j'utilise aujourd'hui l'IA personnellement, et je la recommande aujourd'hui pour toutes les phases, justement, que ce soit en idéation, en production, évidemment, vidéo, texte et audio, mais aussi très fortement dans les problématiques de diffusion et de scale, qui sont aujourd'hui finalement une des plus importants que réellement la production en tant que telle. Et est-ce qu'il y a des technologies qui ont attiré ton attention sur ces différentes étapes dont tu parles ? Ah oui, bah alors déjà j'étais plongée à Vivatech la semaine dernière, mais j'ai rajouté une couche sur déjà le grand fichier qu'on a en tête. Évidemment, il y a 3 catégories en fait de joueurs dans la création de contenu et l'IA. Il y a les grandes suites entre guillemets qui sont effectivement tout ce qui est Adobe, Microsoft, Google, qui ça sont en réalité du clé en main pour les très grandes entreprises et qui coûtent quand même très cher, donc tout le monde n'y a pas accès. La deuxième catégorie de solutions, c'est les catégories qui sont hybrides, en fait, que développent directement les marques en création de contenu. Donc on va parler de Sanofi, de L'Oréal, qui créent aujourd'hui leur suite sur mesure avec ça. Et ensuite, il y a toute cette énorme grande bataille avec des petites technologies qui vont effectivement de la conception de personas, de la traduction de vidéos, de subtitles, de création là-dedans, et surtout de métriques. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est ces 3 catégories qui, pour nous, sont importantes. Merci Julie. Alors justement, tu as commencé à présenter un petit peu un des représentants de la 3e catégorie, à savoir Florian qui représente CheckSub, qui est d'ailleurs le partenaire de notre émission, puisque notre émission est sous-titrée en anglais et on peut même mettre des voix off dessus, mais je vais laisser Florian en parler un petit peu plus moi, je veux là-dessus. la voix de Michel. Ça peut se faire. Merci beaucoup en tout cas Julie. Alors moi, pour répondre à la question, ouais. Et je pense qu'on aura l'occasion de parler de CheckSub un peu plus tard, mais déjà au niveau de la création de contenu, alors moi je vais plutôt me focaliser sur la partie vidéo, parce que c'est la partie que je connais mieux. Sur la partie vidéo, on voit 2 grandes catégories. Ceux qui partent vraiment sur la partie full AI, donc ça veut dire qu'on va créer du contenu
principalement avec de l'avatar ou de l'automatisation complète. C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à créer un contenu vidéo de A à Z en restant derrière son bureau. Et après, il y a une autre typologie, soit qui est complémentaire, soit qui va être un choix unique, qui est sur la partie comment est-ce qu'on arrive à mixer l'IA dans le processus déjà existant de la création. Et c'est ça aussi qui offre beaucoup de possibilités. Par exemple, ça va être la rédaction du script. Alors soit on peut utiliser du ChatGPT, soit on peut utiliser des solutions diverses. Après, il y a la création de ce qu'on appelle du B-roll. Donc on va faire de la vidéo et on a besoin d'habiller sa séquence vidéo avec du B-roll. Par exemple, on voit quelqu'un qui marche. Et ça, on peut le faire maintenant, soit avec des technologies comme Runway, qui ont des modèles de génération de B-roll et qui ont été un des premiers à travailler là-dessus. Et avec le fameux Sora d'OpenAI qui va arriver, qui est déjà là mais qui n'est pas ouvert à tout le monde, et qui va permettre du coup de faire éventuellement un reportage, faire une publicité et de rajouter du B-roll dessus. On a aussi des exemples avec la musique. Il y a Suno aux US qui a levé beaucoup d'argent, qui est hyper pratique parce qu'il permet de créer une musique adaptée en donnant simplement un prompt. Jusqu'à maintenant c'était compliqué, il fallait aller dans les librairies et là du coup ça ouvre beaucoup de possibilités. Et après on a la dernière chaîne qui est sur la partie quand le produit est fini, on peut rajouter du sous-titre, on peut le traduire et ça ouvre en fait beaucoup de portes parce que quand on crée un contenu on va éventuellement pouvoir investir un peu plus sur le contenu en sachant qu'il va adresser un marché un peu plus global. Donc, Mais si je peux me permettre, effectivement, ce qui est intéressant, parce que c'est un peu les backstage de la vidéo, ce qu'on ressent aujourd'hui, c'est qu'il y a effectivement beaucoup d'acteurs qui jouent ça. Ça s'adresse à une partie des contenus. En réalité, donc on avait avec la BCMA catégorisé 4 contenus qui étaient commerce content, brand content, scientific content ou corporate content. Il est vrai qu'aujourd'hui, c'est surtout les contenus, on va dire, commerciaux qui n'ont pas besoin d'une valeur, entre guillemets, de création pure. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, la promesse, entre guillemets, fait que l'IA, c'est super pour les vidéos, entre guillemets, assez commerciales ou corporate à répétition, mais ne pas oublier effectivement que le reste des grandes vidéos, en tout cas, sera uniquement traduit ou autre, mais ne peut pas être produit à 100%. Ça, c'est important, parce que c'est un mythe qu'on essaye quand même de démystifier. Il y a une partie de la vidéo qui est possible, mais pas toutes les vidéos. Moi, je partage la vision, pardon Michel. Non, justement, c'était juste pour clarifier ce que tu viens de dire, Julie. Tu dis que une vidéo full IA, c'est très bien pour du brand content et de la vidéo commerciale, enfin, même s'il y a des défauts. Plutôt commercial, voilà. pas forcément brand content, justement. En tout cas, plutôt commercial. Oui. Mais en tout cas, dès qu'on rentre dans les 3 autres catégories de contenu que tu peux nous rappeler juste. Donc il y a tout ce qui est scientifique, content qui, ça si pourrait être fait parce que c'est justement des images qui permettent mais de tout nourrir. Ce qui est plus créatif, entre guillemets, donc le brand content, il y a trop de catégories aujourd'hui de vidéos qui existent, qui sont quand même ce qu'on appelle les hero content et qui ne peuvent pas être produits quand même 100% via de l'IA. De toute façon, c'est le combat des grandes agences de créa qui disent finalement tous la même chose, qui racontent que c'est un mix entre des très bons créatifs et des outils. Voilà. Donc une hybridation entre... C'est la créa augmentée, quoi. Voilà. Tout à fait. Tu voulais rajouter quelque chose? En fait, oui, moi je suis tout à fait d'accord. Effectivement, même nous, notre vision avec CheckSub, c'est d'être une alternative, notamment sur ces sujets de traduction. Aujourd'hui, la difficulté, c'est soit on part sur la partie clone, avatar, ou soit on part sur du filmé, sur de l'image réelle. Par contre, en fait, le gap, si on veut aller traduire ces images-là, est très importante. Et du coup, ça fait que les gens vont partir plutôt sur de l'avatar parce qu'on tape le texte, on traduit, et c'est beaucoup plus simple. Et nous, en fait, on veut permettre aux gens qui font de l'image réelle de pouvoir être aussi efficaces et aussi productifs quand ils font de l'image de tournée. Et c'est comme ça qu'on se positionne. De toute façon, ça fait partie des KPI de l'enjeu le plus important dans la création de contenu, qui est le taux d'adoption du contenu. C'est-à-dire que les grands groupes ont du mal, produisent beaucoup, mais n'arrivent pas au client final dans les pays. Et ce taux d'adoption, justement, peut être aujourd'hui réduit
augmenter par rapport au fait d'avoir des solutions de duplication, de sous-titrage. Pardon. Merci Julie. Alexandre, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce qui vient de Je dire? voudrais te poser une question. Tu parlais de Sora. Est-ce que toi, tu as eu un usage déjà de Sora? Parce que ça, c'est le mythe. On sait que c'est la nouvelle intelligence artificielle qui crée de la vidéo chez OpenAI. Et on a vu des images incroyables et qui ont bouleversé un peu le marché de la création de contenu aussi, puisqu'il serait possible de créer des contenus plus longs, plus riches en vidéo. J'explique pour les gens qui ne savent pas ce qu'est Sora, à partir d'un prompt. Est-ce que tu as eu accès à ça? Alors Sam m'a appelé, j'étais pas disponible et du coup j'ai pas pu avoir mon accès. Mince, Donc, c'est dommage. Pas encore. Je pensais avoir un scoop avec... Mais il doit me Est-ce que rappeler. tu as eu le Donc tu n'as pas accédé. t-shirt? Ouais, j'ai eu le t-shirt OpenAI. C'est en dessous. Faut que j'enlève le sweat. Alors, on a commencé peut-être à déjà évoquer cette question, mais j'aimerais comprendre comment l'IA change le processus de création de contenu, notamment dans les médias et la publicité, mais on peut même l'étendre sur d'autres types de création. Tu as déjà commencé à l'évoquer avec ces 4 catégories de contenu. Julie, comment toi tu vois l'IA changer le processus de création de contenu dans les médias et la publicité notamment? Alors, et sur le content, puisque tu parlais de brand content, aujourd'hui on ne parle plus de brand content, on parle de content en général. Et notamment, l'IA, le gros impact va être sur tout ce qui est contenu commerciaux type fiche produit. Donc ça, c'est important parce que c'est des mythes aussi concrets sur lesquels on doit aller. L'IA, en fait, va bouleverser et surtout à tous les étages de la chaîne de valeur de contenu à 2 niveaux. C'est-à-dire que ça va permettre d'accélérer des processus qui étaient bloqués, et on va en parler. Et surtout, ça va permettre aussi de réduire les coûts de fabrication sur certains assets. Ce qu'on voit surtout, c'est que, je vous donne un chiffre qui est tombé, mais qui était justement avec Sanofi la semaine dernière, qui expliquait que ce qu'on appelle un end-to-end process, content management process, c'est-à-dire vraiment de la création du contenu jusqu'à sa publication, dans des grands groupes, par exemple comme Mars, où j'ai été, ou bien sur Sanofi, ça mettait au minima 1 mois, c'est-à-dire digérer la source, la produire, la monter, la traduire jusqu'au pays. Aujourd'hui, ils sont arrivés, par exemple, chez Sanofi, c'est un des exemples, à 2 jours. Donc, on parle de 1 mois à 2 jours. Donc là, il y a un impact qui est à la fois dans la chaîne de contenu, qui est un impact sur les équipes. Et du coup, ce que j'ai envie de... Tu veux dire en utilisant des IA, bien sûr. En utilisant l'IA, c'est-à-dire, mais pas uniquement à la phase de production. C'est ça que j'essaie de défendre un peu chez The House of Content, c'est que finalement, on peut produire ou accélérer tous les contenus si le reste de la chaîne égaleuse, entre guillemets, elle accélérera pas plus. C'est-à-dire que vous avez vous avez beau multiplier les contenus, s'il y a un service juridique qui bloque à un moment, ça va toujours être le problème de service juridique. Donc, ce qu'on préconise chez The House of Content, et je fais d'ailleurs promo pour le salon All for Content, où on présente une grande étude là-dessus, enfin une étude et un cas, c'est qu'on a identifié 10 non pas des cas, mais en tout cas des enjeux qui aujourd'hui n'étaient pas taclés. Donc c'est pas la production de contenu en tant que telle qui est compliquée, ce sont justement la traduction, la localisation, donc il y a des là-dedans. Si on reprend au début de la chaîne, c'est tout ce qui est justement, par exemple, une chose bête qui est l'inventaire du contenu. Aujourd'hui, on parle beaucoup de choses. On ne sait même pas, la plupart des marques ne savent même pas combien d'inventaires de contenu ils ont. Donc, on découvre des fois... C'est une sorte de INA interne. Exactement. D'archives il y a des gammes, de vidéos. Voilà, qui sont là. Mais donc, on parle de reproduire des vidéos, de faire des best-of de contenu utilisé. L'IA va pouvoir justement se dire, tiens, ce sujet, je l'ai déjà taclé. J'ai juste envie de le remonter, pas la peine de réinventer la roue. Et il y a effectivement la product page, qui est en tout cas la création, la production de product page. Donc de fiches produits, la fiche produit, qui est pour moi en tout cas ce que je vois sur la typologie de commerce content, ce qui est le plus aujourd'hui solutionné par l'IA, parce que je pense, je fais un grand appel à tous ceux qui ont passé des mois et des heures à remplir des fiches et qui aujourd'hui voient ça en deux temps, 3 mouvements. J'avais encore hier une
start-up qui s'occupait de ça sur Newton, par exemple. C'est aujourd'hui la révolution, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que ça y est, on a fini les temps modernes de Chaplin sur la page produit. Donc l'idée aujourd'hui, c'est qu'effectivement, à tous les bouts de la chaîne, on y arrive. Et la recommandation, c'est effectivement de ne pas prendre tout, mais d'aller au pain point le plus important. Est-ce que c'est ma distribution? Est-ce que c'est ma conception? Est-ce que c'est le measurement? Et c'est pour ça que lors du salon All for Content, on a 10 cas justement de SEO, de voir aujourd'hui les vrais enjeux des annonceurs et de comprendre comment intelligemment tacler cette chaîne de valeur du contenu. Merci Julie. De ton point de vue, Florian, sur la manière dont l'IA change le processus de création de contenu dans les médias et les publicités, j'allais dire, tu es au cœur un peu de cette problématique-là. Oui, tout à fait. Alors, pour rebondir effectivement sur la partie IA, aujourd'hui, la promesse de l'IA, il y a eu beaucoup d'implémentations qui n'ont pas forcément fonctionné dans les entreprises. On est en train de trouver les bons équilibres. Et il faut une IA, il faut le bon process, et il faut aussi le bon outil pour piloter l'IA. Et les bonnes personnes. Et les bonnes personnes qui vont être capables de piloter. Donc voilà, c'est ça. Et c'est plutôt les bons pilotes que le bon outil. La bonne voiture. Aujourd'hui. Non, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on... L'IA n'est pas la baguette magique dans tout, c'est-à-dire que ça aide, mais derrière, il y a bien quelqu'un qui utilise la baguette. Voilà. Nous c'est vrai qu'en fait, on est sur ces problématiques-là depuis 7 ans. Déjà pour le sous-titrage, ensuite avec toutes les questions de doublage automatique, de clonage de voix, etc. Et en fait, moi, ma vision depuis le début, depuis il y a 7 ans, à l'époque, c'était plus du machine learning, mais qui n'était pas de l'IA comme on le connaît aujourd'hui. C'était comment est-ce qu'on arrive à utiliser la meilleure technologie disponible, mais en évitant que ce soit une boîte noire. Parce qu'en fait, encore aujourd'hui, il y a plein de solutions qui arrivent, même pour le doublage. C'est on met une vidéo dans un système, on a une démo, on fait waouh! Et en fait, quand on veut passer à la production, on fait bah non, mais là, il n'a pas bien traduit le mot. Là, mais la voix, elle ressort mal. Et en fait, c'est un blocage. Parce qu'en fait, on se retrouve dans des impasses. Et nous, en fait, c'est pour ça que depuis 7 ans, on passe beaucoup de temps sur la partie IA, mais aussi sur la partie interaction qui va faire le lien entre l'IA et l'humain. Nous, c'est notre éditeur qui va permettre d'ajuster le résultat pour qu'on ait le même résultat aussi qualitatif que si un humain l'avait fait entièrement. Et ça, c'est vraiment le point qui est important et qui fait toute la différence, parce que souvent, on fait le test, on dit bah, on va passer par l'IA, on met la vidéo, on a un truc, on dit bah non, c'est pas bien, bah, l'IA n'est pas prête, on passe à autre chose. C'est l'outil qui n'est pas prêt, mais l'IA est prête. Et donc, pour rebondir donc, sur ta question, sur la partie application, nous, il y a un cas d'usage qu'on voit, en tout cas que je vois, c'est beaucoup sur la génération d'UGC, User Generated Content, avec de l'avatar. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va atteindre la limite, mais du coup, ça permet sur la partie publicitaire, notamment sur les réseaux sociaux, sur des publicitaires, par exemple, de jeux vidéo, ou ce type de choses, ils arrivent à scaler. Peut-être qu'à un moment, on va arriver à une limite, mais ils arrivent à scaler et à personnaliser la publicité sans repasser par un flux de production. C'est-à-dire que simplement avec un texte, ils génèrent une vidéo avec un avatar qui parle, qui essaye d'être le plus émotif possible. C'est des vidéos qui sont très très courtes, de 30 secondes, donc ça peut un peu faire le... Oui, sur des types de contenus... On va dire commerciaux. Par exemple, ça peut très bien marcher, oui. Quel type d'avatar? Tu peux être précis sur les marques? Ouais, les technologies, en termes d'avatar, tu as par exemple Synthesia, qui est un des premiers à avoir fait ça, qui est basé au UK, qui a levé énormément d'argent. Tu as un Américain qui s'appelle Agen, qui est beaucoup plus récent, qui essaye d'être un concurrent intéressant avec des innovations, la possibilité de créer ton propre avatar en te filmant avec ton téléphone. Ils arrivent à se démarquer. Il y a quelques limitations au système que Synthesia, avec l'expérience, a pu combler. Il y a aussi One Hour qui est aux US. Ça, c'est les technologies un peu qu'on voit. C'est une technologie qui commence à être beaucoup plus démocratisée. Mais par contre, il y a des questions de coût. C'est qu'en fait, l'IA, vidéo, audio, rapidement, il y a des questions de coût. Et nous, pareil sur le doublage. Et de perception des consommateurs, où il y a très peu aujourd'hui d'études où il commence à y avoir effectivement des saturations. Si tout le monde est effectivement en synthèse, voilà. On le voit beaucoup sur le learning. Et le learning s'y est mis beaucoup plus tôt parce que les attentes en termes de qualité de production n'est pas la même. Et du coup, les entreprises qui ont besoin de créer du contenu un peu à large échelle, sans le learning à des budgets contraints, donc du coup, Synthesia, c'est le premier secteur sur lequel ils sont attaqués.
Mais la question, c'est est-ce qu'au bout de 15 formations avec un avatar, l'apprenant aura toujours la même attention? Et la question, du coup, va se poser aussi pour le consommateur. C'est à quel moment... de toute façon, le marketing, c'est ça, c'est qu'il faut arriver à toujours proposer de l'innovation. Alors, on voit des nouvelles technologies qui sont en live aussi. Donc là, il peut y avoir un peu plus d'attention parce qu'on va parler en live avec l'avatar qui va nous répondre directement et immédiatement. Moi, ce que je constate, je veux bien votre avis sur ce sujet, c'est que les voix françaises, par contre, sont quand même assez décalées par rapport à la qualité des voix américaines, anglaises. Est-ce que vous ressentez ça aussi? J'ai rarement entendu des super voix françaises, elles ne sont pas bien calibrées. C'est parce que Michel n'est pas encore dans la course. Voilà. Ok. On va entraîner. On va entraîner la voix de Michel. Très bien, on va faire ça. Voilà, mais non, moi, alors je suis peut-être moins... je travaille avec beaucoup de grands groupes, voilà, Internet. Il y a ces questions aussi côté natif dans d'autres... là, alors, entraîner, oui. Là, on parlait aussi de la SNCF hier, par exemple, avec la voix de Simone. Je trouve, justement, il y a un lien, une innovation culturelle entre justement le côté un peu patrimonial d'arriver à la faire parler sur d'autres choses, parce qu'effectivement elle ne sera pas éternelle. En tout cas, moi, je n'ai pas forcément ce sentiment qu'il y a vraiment un gap entre la France et... En fait, ce qu'on voit sur la majorité des solutions, c'est qu'il y en a beaucoup qui utilisent un peu les mêmes technos en fond. Et on peut se retrouver avec des accents québécois. Souvent l'accent québécois quand souvent, même, très souvent. Parce qu'en fait, c'est les mêmes technos qui sont en dessous. Eleven Labs, souvent. Par exemple, Eleven Labs est un de ceux qui a ce problème des Canadiens. Je l'ai testé. Voilà, nous, c'est un des partenaires qu'on a, mais l'idée, c'est de proposer toujours la meilleure technologie, des technologies qu'on a en propre et des technologies externes pour pouvoir proposer la meilleure valeur ajoutée. Et Eleven Labs est arrivé avec quelque chose de très intéressant qui a des limites. Nous, on essaye de combler ces limites. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu peux faire pour combler les limites d'un Eleven Labs? En fait, c'est simplement Eleven Labs a entraîné son modèle avec des données qui étaient principalement québécoises. Donc, c'est d'arriver à avoir un modèle qui est entraîné avec du contenu beaucoup plus qualitatif, francophone, français. Avec la technologie d'Eleven Labs, tu lui donnes des voix ou tu fais ta propre technologie? Alors, on pourrait le faire avec la technologie d'Eleven Labs, mais l'idée, c'est d'avoir notre propre techno. Nous, on a un modèle, parce qu'en fait, il y a d'autres challenges aussi sur la partie génération de voix. C'est l'émotion, la prosodie. En fait, aujourd'hui, la machine va te redonner la phrase, les mots les uns après les autres. Elle va pas mettre de pause, d'émotion. Et ça, c'est un gros problème qu'on perçoit. Nous, on travaille... On travaille sur des projets de recherche avec des studios américains. Ils sont très conscients de cette limite. Et nous, l'idée, actuellement, c'est d'arriver à développer un modèle qui soit capable de copier la prosodie originale. Donc, par exemple, ce que je suis en train de faire là, je mets des pauses, je mets du suspense. Ça, le système, aujourd'hui, n'est pas capable de le faire. Mais OpenAI vient de nous présenter des choses qui sont capables de le faire. On a vu les dernières démonstrations, elles sont très impressionnantes en termes de qualité de voix. Il lui dit, tu vas nous redire le texte autrement. Oui, bien sûr. Il y a l'emphase et tout fonctionne déjà. Hein. En fait, la difficulté, c'est... Tu vas me dire que tu n'as pas appelé Sam non plus cette fois-ci. Non, j'ai pas... Non, mais nous, la difficulté et la contrainte qu'on a en plus, c'est qu'on a une référence. C'est-à-dire que du coup, on a un film référent. Et OpenAI est capable de générer une prosodie avec un prompt, mais il n'est pas capable de copier une prosodie existante, d'une vidéo existante, pour l'appliquer à une voix générée. Bah dans la démonstration, si, c'est ce qu'ils viennent de nous montrer en fait. Tu as peut-être pas vu les dernières démonstrations, mais effectivement, tu lui donnes n'importe quel type de voix, tu lui demandes de faire des choses, elle est capable de l'entraîner. En tout cas, c'est ce qu'ils nous présentent. On attend aussi Sora. Je vais reprendre quand même un des points qui a été évoqué notamment par Julie et par toi aussi, Florian, c'est le fait que parfois on a de très très belles démos où on se dit... C'est magnifique. Et une fois que... c'est du marketing d'ailleurs. Et une fois que tu l'utilises... Et puis de la responsabilité. C'est-à-dire pour les métiers de la voix. Exactement. Aussi, en fait, c'est toujours pour quel type de contenu on veut produire cela. Ouais, mais il y a souvent un aspect déceptif. Désolé de le dire. Hein, mais moi-même, j'utilise certaines IA. Je me dis, super, je vais pouvoir faire... Et puis au final, tu as toujours cette attente qui est tellement forte par rapport à des habitudes humaines. Et tu te dis, finalement, c'est pas si top que ça. Ça arrive, Michel. Alors, je suis ravi que ça arrive, et peut-être que ça me remplacera et que ça me remplacera pour faire ces émissions-là. Mais en tous les cas, on est en attente. Je ne dis pas que ça n'arrivera jamais, bien sûr, mais on n'est pas tout à fait au top du top pour le moment. Ce qui me permet
de pouvoir enchaîner avec la dernière question, sauf si tu voulais évoquer quelque chose. Non, je voudrais bien que tu nous parles du hashtag France aussi, de notre perception par rapport à ça. Toi qui es un acteur français, est-ce qu'on a un bon rôle à jouer? Est-ce que tu as compris comment on peut sortir nos cartes? Moi, j'étais aux États-Unis il y a 2 mois pour aller justement voir comment le marché américain ressentait la chose et si on avait des choses à apporter en tant que Français. Clairement, quand Eleven Labs est arrivé, quand Engine est arrivé, ça a attiré un peu les projecteurs en disant waouh, on peut faire ça. Les grosses boîtes ont commencé à mettre les mains dedans et ont rencontré les limites. Et quand ils ont commencé à regarder sur les différentes solutions, nous on était peu connus, mais il y en a quelques-uns qui nous ont trouvés. Et du coup, avec toute cette partie éditeur, c'est ça en fait, c'est comment est-ce que tu arrives à interagir avec l'IA pour ajuster les résultats. Et nous, c'est là où on arrive à se démarquer. Donc la partie France, effectivement, on a des choses à apporter. Après, il y a la question de la puissance de calcul, comment est-ce qu'on arrive à accéder au GPU, au CPU. Ça, c'est des vraies questions. Nous, on entraîne des modèles. À chaque fois, ça coûte plusieurs milliers d'euros. Ou alors, il faut qu'on achète le GPU en propre. Et ça, en fait, il faudrait qu'on ait des systèmes un peu plus accessibles qui permettent d'entraîner. Donc il y a des choses qui sont en cours. Je ne suis pas au courant de toutes les choses. D'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent remonter des initiatives qui permettent d'avoir des clusters mutualisés pour les entreprises IA françaises, quelque chose d'assez flexible, quelque chose qui soit adapté aux startups. Et là, on aura quelque chose à apporter. Et sur la partie des voix françaises, je pense que c'est normal que ce soit une startup française qui soit capable de fournir la meilleure qualité. Par exemple, la SNCF travaille avec une autre startup française spécialisée sur les modèles text-to-speech. C'est vraiment sur la partie génération de voix. Et donc, il y a quelques acteurs, on n'est pas beaucoup, il y a quelques acteurs, et il faut qu'on arrive à faire émerger cet écosystème. Alors justement, puisqu'on commence à parler des acteurs et de cette amélioration, puisqu'on parlait des voix françaises pour lesquelles les startups françaises pourraient contribuer en tout cas à en améliorer la qualité. Est-ce que, sur ce que vous avez vu, que ce soit en France ou ailleurs d'ailleurs, est-ce que vous pouvez donner des exemples de contenus générés par de l'IA et qui, selon vous, étaient particulièrement efficaces, Julie ? Alors moi, il y a 2 typologies de contenu que je voyais. Un qui est beaucoup plus créatif, mais qui autour du brand content, qui a, entre guillemets, vraiment impacté, qui était la campagne de Simon Jacquemus, avec justement les gros sacs Bambino qui traversaient Paris, où là, j'ai trouvé effectivement que l'IA avait sa place, parce qu'on est tout le temps en train de dire ça remplacera pas l'homme et tout. Donc, autant lui donner des super pouvoirs. Cette campagne aujourd'hui, avec des grands sacs dans Paris, bon, by the way, si on veut m'en offrir un, je prends aussi. Mais par contre, effectivement, ça, en termes de publicité, ça a ouvert la voie, effectivement, à un nouveau format créatif. Donc ça, c'est de façon intelligente, en disant, OK, on a mis un créatif qui ne pouvait pas faire des choses et qui sont effectivement pour moi un vrai cas entre guillemets de mix entre l'IA et les contenus advertising, parce que ça c'est l'empowerment des directeurs artistiques et c'est effectivement des choses qu'on ne pourra pas faire. Donc ça, je trouve qu'il y a un cas d'usage très intéressant. Et le deuxième qui parle à mon cœur de bricoleuse frustrée pendant des années, qui est Hello Casto, qui est un vrai assistant. Donc moi, c'est du content commerce. Donc c'est effectivement pour toutes les personnes en voie de création et de bricolage, qui a un grand cas cité aujourd'hui. C'est du content commerce dans le sens où ça aide le client à choisir. Ça, c'est plutôt à choisir, mais surtout à mettre après, à donner les outils pour monter une terrasse, faire un mur et tout. Donc c'est pas uniquement un conseiller, parce que je vois beaucoup d'innovations avec juste ce fameux chatbot voilà, où on arrive aujourd'hui à vous donner voilà, le meilleur produit. Là, l'intelligence, c'est que ça a été entraîné effectivement avec du contenu produit, mais surtout du contenu de tuto, de pré-vente et d'après-vente. C'est-à-dire que c'est tous les cycles de vie du produit. En amont, j'ai un projet, voilà le produit et comment monter. Et ça, c'est super parce qu'effectivement, c'est très bien les tutos, les vidéos et tout sur YouTube, mais en réalité, quand vous montez le produit, c'est un peu comme en cuisine où on a besoin de ne pas avoir les mains dans le téléphone. Et je trouve que combiner l'IA, et c'est formidable. Donc, on en a parlé beaucoup avec Aurélie Radenac qui est sur la brand de Castorama. Et ça, pour moi, c'est un exemple de contenu
intéressant en termes d'expérience client, c'est du temps passé, c'est à toute le... Voilà, c'est en tout cas un contenu intéressant, formidable et qui a beaucoup de prix et je pense qu'il va en avoir d'autres. Voilà. Merci Julie, on est passé du luxe au bricolage, en tout cas ça s'adapte à tout, à toutes les situations. Dans cette tu veux des outils émission. aussi de bricolage, Voilà. fais un appel tout de suite. Oui, je veux bien sur les terrasses. Ok, ça va te plaire. Ouais. Merci beaucoup Julie. De ton point de vue, Florian, est-ce que tu peux nous donner des exemples de contenu généré par l'IA qui a été particulièrement efficace? Tu nous as parlé de ton voyage aux États-unis, mais est-ce qu'en France aussi, tu as vu des choses intéressantes? Alors, en France, il y a encore... moi, je suis sur la partie vidéo. Ouais, bien sûr. Effectivement, sur la partie vidéo. Déjà, aux États-Unis, les premières publicités générées par l'IA, elles sont apparues il y a 1 an. C'était en mai 2023. Il y a notamment une publicité par une marque de bière qui a été faite avec des images un peu comme la vidéo de Will Smith qui mange des spaghettis. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, mais du coup avec des artefacts très 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 surprenants. Mais du coup, eux, c'était leur parti pris. Faire une pub avec des gens qui boivent des bières dans un jardin avec des formes et des doigts un peu bizarres. Il y a eu une deuxième pub, pareil, pour une pizzeria, pour une marque de pizza. Et ça, c'est le contenu généré uniquement par IA. Donc aujourd'hui, si on faisait ça maintenant, avec 1 an, on ferait quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Mais il n'y a pas tellement d'initiatives qui sont vraiment très très visibles. Après, il y a une deuxième dynamique qui est la création de publicités où l'IA est l'argument publicitaire. C'est-à-dire, par exemple, le Coca qui va générer une recette, qui va créer une recette générée par l'IA, genre la recette du futur du Coca, et qui va la commercialiser. Ou Nutella qui va décorer ses pots avec des motifs générés par l'IA. Becherel aussi, vous avez vu cette publicité Ouais, Becherel? génial. Non, j'ai pas Ça a vu. été un des prix du Brand Content. Tu veux l'expliquer? Non, vas-y. Non, mais pour faire simple, ils utilisent effectivement le jeu Becherel. On sait que c'est pour bien écrire, bien parler correctement le français avec la bonne grammaire. Et donc les prompts, attention, peut-être qu'il y a des choses à faire. Donc ils ont joué avec les codes justement sans être une pub. Donc c'est exactement ce que tu étais en train de décrire. Ouais. Je vous invite à aller la trouver sur Internet. Vous la verrez. On mettra peut-être les liens dans la vidéo. Ah ouais, avec grand plaisir. Ouais, ça va être pas mal. Et c'est vrai que ça me fait penser à une autre publicité d'ailleurs qui a été faite par une start-up française. Ils en ont fait une vidéo, mais la publicité en elle-même n'était pas une vidéo, c'est Itch. Ils avaient remarqué qu'avec OpenAI, il y avait une interprétation dans les prompts suivant le prompt que vous faisiez. Donc si vous mettiez quartier dans le prompt, vous retrouviez... Il y avait un biais, effectivement, sur Voilà. un biais sur l'acculturation. Enfin, c'est même un... Et donc, Ouais, qu'est-ce qui se passait quand on écrivait Ouais, quartier? c'est grave. Et qui est Et ben en meilleur fait, on burger se retrouvait, par exemple, tu mettais quartier, tu te retrouvais avec des gens cagoulés, alors que si tu faisais le prompt sans, tu te retrouvais avec des gens blancs dans les quartiers un peu plus chics. Et d'ailleurs, ça a été repris, je crois, et remonté auprès de... Je Alors, je crois que c'était Midjourney. En fait, j'ai dit OpenAI, mais c'était Midjourney à l'époque. Et C'est que Midjourney. ça a changé un peu. Ils ont adapté. Ils ont adapté en fonction Midjourney de ça. a adapté le prompt grâce à cette campagne de Itch. Donc, très beaucoup. Juste un point là-dessus. Quand même par rapport aux full créations en IA, moi j'aime beaucoup la position de L'Oréal aussi qui en parlait justement à Vivatech, qui dans ses grandes guidelines interdit par exemple la création de visages, de cheveux, de peau. Alors effectivement, parce qu'ils sont dans la cosmétique, mais même en tant que... C'est bien aussi de laisser, entre guillemets, de commencer à structurer aussi des chartes éthiques. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui... En tout cas, ils ont... Alors ça, je tease aussi pour la conférence. Dans l'utilisation de l'IA au sein de L'Oréal, il y a une charte aujourd'hui pour ne pas utiliser l'IA pour créer des visages, des peaux, des cheveux, mais uniquement en idéation sur des lieux. Et ça, c'est vrai que ça, c'est une responsabilité de l'exécutif qui est majeure. C'est-à-dire que effectivement, les dérives dont tu parles aussi, c'est aussi à chacun de pouvoir aussi un petit peu s'exprimer sur la production de contenu avec l'IA. C'est-à-dire, est-ce qu'on ouvre toutes les vannes ou est-ce qu'effectivement, de par son secteur et de par son public, on y va mollo, quoi. Voilà. Est-ce que, Alexandre, sur ce que vient de nous dire
Florian et Julie, sur les exemples de contenu. Toi, tu as des observations particulières? Non, je voudrais revenir peut-être sur un point qui est en France très important tout le temps, c'est les problématiques autour du juridique. Tu en as parlé tout à l'heure. Parfois, on crée des contenus, mais il y a le juridique qui dit stop. Tout à fait. Où est-ce qu'on en est tous les deux? Est-ce que vous avez des exemples, Julie, peut-être pour commencer? Des exemples concrets de choses qui sont abandonnées dans l'œuf, quoi. Oui, en fait, j'en ai à chaque mission aujourd'hui. C'est-à-dire que soit c'est par manque d'équipe, soit c'est par manque de training. Alors, j'ai vu des choses justement, il y avait un secteur juridique à Vivatech avec effectivement énormément d'avancées. La seule chose, c'est qu'on parle effectivement d'entraîner des modèles c'est un peu comme sur les chartes éditoriales, donc les chartes juridiques ou les chartes éditoriales, c'est que la plupart du temps, dans la création de contenu, les entreprises n'ont pas ce document. Donc, on ne peut pas entraîner une machine. Je voyais ça sur les chartes éditoriales. En réalité, combien de marques aujourd'hui, et je sais le pourcentage, ont des vraies chartes éditoriales? C'est-à-dire que ce n'est pas un do et don't de mettre une majuscule ou de... Non, une charte éditoriale, ça, c'est surtout les médias qui savent faire ça, les journalistes, d'où l'importance aussi de donner les gens qui savent chercher les sources et les traiter. Il y a dans le juridique déjà un gap dans la transformation qui est déjà de savoir synthétiser le juridique. Oui, pour que ça soit accessible et qu'on le comprenne aussi. Voilà, peut-être. donc on ne peut pas entraîner une machine avec des règles qui n'existent pas, ou en tout cas qui sont là-dedans. Donc ça, c'est le premier point. Mais une fois, il y a certains services, effectivement, on parlait de Sanofi ou autres, qui en fait incluent soit dans les DAM, dans le process, dans les DAM ou dans les workflows de production. C'est plutôt majeur. Il n'y a pas d'acteurs aujourd'hui là-dedans. Je pense qu'il y a un vrai, justement... C'est un nouvel appel que tu fais. Ça sera un nouvel appel à tous les gens qui aiment le contenu et le contenu diffusé. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas accélérer des processus si ça bloque toujours au niveau du juridique. Donc, il y a plusieurs méthodes, plusieurs gouvernances à ce niveau-là. Il y a des contenus, par exemple, quand j'étais dans certains groupes qui disaient ce type de contenu, on ne va pas le gouverner, on ne va pas le passer là parce qu'il faut être réactif, le social media, les choses comme ça qui ne peuvent pas attendre un mois que la conférence soit passée pour passer un live, quoi. Ça, c'est basique. Et la deuxième chose, c'est les contenus de fond qui, effectivement, là-dedans. Donc, moi, j'ai bon espoir. Je vois Binder, je vois plein de marques aujourd'hui qui accélèrent, mais je vois surtout une solitude de ces équipes-là qui n'arrivent pas à formuler leurs besoins. Donc, on donne beaucoup de poids au marketing, aux gens pour créer très vite des vidéos, mais aidons, entre guillemets, aussi les autres services qui sont un peu dans l'ombre, entre guillemets, par rapport à ces soucis-là. Parce que la direction des achats, parce que la direction globalement de juridique n'y arrive pas et ça pénalise du coup l'ensemble de la chaîne. Voilà. Merci Julie. Par rapport à la question d'Alexandre, Florian? Nous, on a été confrontés assez rapidement à ces questions parce qu'il s'est trouvé qu'on travaille beaucoup avec des Allemands, des groupes allemands industriels, et ils sont très en avance sur ces questions. Donc la première fois que j'ai échangé avec eux, c'est vrai que c'était un peu surprenant en me disant, ils vont vraiment dans le détail. Donc ça nous a obligés à nous poser les bonnes questions. L'avantage qu'on a, donc parce que les questions, c'est est-ce qu'on clone la voix? Est-ce qu'on va faire du lip-syncing? Nous, on a mis beaucoup de temps en fait, à décider d'ouvrir et d'offrir cette possibilité de lip-syncing parce qu'on venait réécrire l'image. En fait, alors qu'on s'arrêtait au sous-titrage et à la voix jusqu'à maintenant. Et on l'a ouvert, mais en contrôlant encore l'accès à cette option. Donc, comment est-ce qu'on a géré ça? On a géré ça avec les clients. C'est que nous, de toute façon, on a une solution tiroir, c'est-à-dire si jamais le juridique ça bloque, donc on ne fait pas de lip syncing. Si ça bloque au niveau du clonage de voix, on a des voix de librairie. Si jamais ça bloque au niveau de la génération de voix, si on utilise la voix de librairie, généralement ça bloque pas, mais si jamais c'est la qualité qui va bloquer, parce qu'il faut trouver l'équilibre entre les deux, on va rester sur du sous-titrage, et c'est aussi le cas pour chaque langue, c'est-à-dire que la qualité pour l'anglais, le français, l'espagnol, elle peut être bonne, mais du coup pour le polonais ou pour d'autres langues qui sont plus rares. J'ai essayé l'hindi et j'ai demandé à une amie indienne qui m'a dit que c'était perfectible. Voilà, non mais et on y travaille. On travaille là, on a plusieurs groupes indiens avec qui on travaille là-dessus parce que c'est des services de traduction dans des grands groupes européens
donc ils sont chargés de faire toute cette partie-là, donc on y travaille. Tu pourras la rappeler pour qu'elle vienne En fait, je dis hindi, c'était du bengali, pour être très très précis. Ah, voilà, ce qui n'est pas encore la même Quel chose. sens de la Et donc du coup, en fait, c'est qui change tout. Mais non, mais c'est vrai que ça Comme change. tu le sais. Ça change pas mal. C'est pas. Mais Bon, voilà. Bon, en tout cas, ce qui est magnifique, c'est que grâce à cette émission, on s'est posé la question de comment tout changer le processus pour le bienfait, j'allais dire, de la qualité des productions, mais tout le processus de création de contenu grâce à l'IA, c'était super riche. Vraiment, merci, parce qu'on voit que c'est pas simplement faire un prompt, c'est beaucoup plus profond que ça. Et sur notre secteur, de toute façon. Exactement. Sur l'IA générative. Sans compter toutes les personnes à intégrer dans ce processus que tu évoquais tout à l'heure, et également la subtilité d'un point de vue juridique et également pratique, en mettant ou non à la disposition de tes clients un certain nombre de fonctionnalités qui ont une... C'est intelligent que tu puisses faire une émission dessus, parce que je pense qu'effectivement, ça sera dans tous les secteurs, en tout cas moi, je n'ai pas trop entendu, en tout cas, beaucoup de juridique là-dessus, et ça serait hyper intéressant d'avoir Alors, on a fait une émission juridique qui passe cette semaine, d'ailleurs, mais on va continuer. Et ce qui est très intéressant... On l'a déjà fait. En phase avec toi, Julien. Nous sommes en phase avec toi. Voilà. Mais ce qui serait bien, c'est de mettre justement des juristes et des producteurs en face et de voir comment tout ça peut se... Et voilà. Et d'éviter de créer à nouveau des silos. À cause de l'IA, parce qu'on va se dire, bah voilà, moi je vais regarder que le juridique, je vais regarder que l'aspect production, mais en fait tout ça fonctionne ensemble. En tout cas, c'était super de vous avoir ensemble pour cette émission. Merci. Vous ne connaissiez pas et ce fut très enrichissant. C'est le début d'une grande aventure. Je vous le souhaite. Merci. Assistance en direct alors. Ainsi s'achève notre émission consacrée principalement à l'impact de l'IA sur la création de contenu, un programme accessible également en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Merci à nos partenaires médias Hit Radio Africa, le premier réseau de radio musicale présent dans 10 pays du continent et qui fait la promotion de notre émission auprès de son audience internationale, et Affect Média, le quotidien digital qui décrypte l'actualité et les tendances du marketing. Merci à nos partenaires opérationnels, CheckSub, le spécialiste du sous-titrage via l'IA, et Hands Up, votre solution de prospection B2B. Une émission produite au sein des studios de l'École de journalisme et de communication ISCPA, l'Institut supérieur des médias, qui forme également de futures productrices et producteurs de contenu audiovisuel.